Je m'appelle Michael Rowan et, pendant la majeure partie de ma vie, j'ai vécu comme une ombre, présente, encourageante, nécessaire, mais rarement vue. Je rôdais aux abords de chaque réussite, de chaque étape importante, me contentant de voir le génie de Camille briller comme un phare, tandis que j'entretenais discrètement les flammes en coulisses. Dès qu'elle m'a fait part de son rêve de devenir avocate, je me suis donné pour mission de veiller à ce qu'elle ne trébuche jamais faute de ressources ou d'encouragement. J'ai vendu ma voiture lorsque les frais de scolarité ont menacé de la forcer à manquer un semestre. J'ai passé mes nuits à réparer les ordinateurs de mes amis, à dépanner des imprimantes et des bureaux poussiéreux, et à enregistrer des heures au centre d'appel local pour qu'elles puissent rester sur la bonne voie. J'ai appris à aimer le bourdonnement des néons et le claquement régulier des claviers, car ils représentaient le progrès, son progrès, et je n'ai jamais rien demandé en retour. Ce matin-là, debout au fond de l'auditorium de la faculté de droit, serrant dans ma main une petite boîte élégamment emballée, j'ai ressenti une tension familière, celle de l'anxiété. L'auditorium était immense, des rangées de sièges occupés par des familles fières, des camarades en robes ivoire et noire, et des professeurs dont les expressions oscillaient entre révérence et fatigue. L'air sentait les programmes fraîchement imprimés, les chaussures neuves en cuir et le léger parfum des camarades de Camille. J'ai ajusté ma cravate, lissé le devant de ma chemise et essayé de ne pas trembler tandis que mon cœur battait à tout rompre. Aujourd'hui serait l'aboutissement d'années de sacrifice, son sacrifice pour le savoir, mes sacrifices pour elle. Et pourtant, malgré tout ce que j'avais donné, malgré chaque prière silencieuse et chaque heure supplémentaire, je restais l'homme en retrait. J'ai parcouru les bords du coffret cadeau du pouce, sentant la texture craquante du papier sous mon doigt. À l'intérieur se trouvait un simple bracelet en argent gravé à son nom et à la date de sa remise de diplôme. Je l'avais choisi parce qu'il était prometteur et parce que Camille avait un jour mentionné son amour pour les bijoux délicats. Il était petit, sans prétention, comme moi. Mais j'avais espéré qu'en le déballant, elle verrait ce que je voyais. La mesure de mon dévouement, le poids de ma fierté et la force tranquille d'une partenaire qui refusait de laisser ses rêves s'évanouir. La cérémonie commença par les accords graves d'un quatuor à cordes. La voix du doyen résonna dans les haut-parleurs tel un tonnerre lointain, nous souhaitant la bienvenue à tous, louant la classe pour sa résilience, sa rigueur intellectuelle, son engagement indéfectible pour la justice. Des rangées de diplômés se déplaçaient et chuchotaient. Des familles se penchaient en avant, fiers de leur téléphone levé pour immortaliser chaque instant. J'ai scruté les visages devant moi jusqu'à trouver le sien. Camille, assise au 3e rang, les épaules en arrière, le menton levé, ses lèvres rouges s'étirant en un sourire confiant. Elle portait l'armure noire et un tourbillon de courage. Elle était tout ce pourquoi j'avais travaillé, tout ce pourquoi je m'étais sacrifié. Et à cet instant, elle brillait si fort que j'avais eu envie de marcher sous sa lumière. Les applaudissements résonnaient, les noms étaient appelés, les diplômes distribués, les mortiers pointés vers le ciel. Puis, au moment tant attendu, Camille fut invitée à monter sur le podium. La foule se tut tandis qu'elle avançait, les accents classiques s'estompant. Elle se tenait sous un projecteur solitaire, sa silhouette encadrée par le riche acajou du pupitre. Mon souffle s'arrêta. C'était son moment. Ma poitrine se serra. Je serrai la boîte dans ma main, espérant que les coups ne déchirent pas, que ma voix ne se coince pas dans ma gorge. Elle s'éclaircit la gorge, ajusta le micro et commença son discours avec une grâce qui donnait à chaque mot une expression de victoire. Elle parla de persévérance, de nuits passées à étudier des cas pratiques, du soutien de sa famille et de ses amis. Elle parla de mentors qui l'avaient guidée, de professeurs qui l'avaient mise au défi et d'une communauté qui croyait en son potentiel. Je me penchai en avant sur mon siège, les yeux rivés sur elle, attendant ce hochement de tête ou ce clin d'œil familier. Un petit geste pour me rappeler que malgré les milliers de dollars que j'avais investis dans ses études, malgré toutes les pizzas que j'avais achetées à minuit pour qu'elle puisse finir son devoir, j'avais toujours de l'importance. Puis vint la phrase qui brisa l'air comme du verre. Je dois tout à Jem, mon cœur, mon énergie, ma championne, dit-elle, marquant une pause mélodramatique sous les applaudissements du public. Mon estomac se serra et je sentis le monde basculer sous mes pieds. Je la regardai tendre la main comme pour attirer quelqu'un sur scène, mais personne n'en sortit. Les mots suivants me déchirèrent, mon mari, Mika. Il n'avait jamais vraiment été à la hauteur. Des rires parcoururent la foule. Des applaudissements polis ponctuèrent la vague d'amusement. Je clignai des yeux, le cœur battant, en réalisant que la femme que j'aimais m'avait réduite à l'état de blague devant des centaines de témoins, et bientôt des milliers d'autres via les images de leur téléphone portable. Le temps ralentit. Je restai figé,
la boîte devenant plus lourde dans ma main à chaque seconde qui passait. Mon esprit s'emballa. Était-ce une blague? Une cruelle tentative d'humour? Mais le sourire narquois sur son visage, l'éclat dans ses yeux ne laissait aucun doute. C'était réel. C'était de l'humiliation. Soigneusement scénarisé pour un impact maximal. Je sentis le poids oppressant de chaque calcul que j'avais fait, de chaque dollar gagné, de chaque heure supplémentaire accumulée, de chaque nuit blanche s'abattre sur moi. Je réalisais à cet instant que j'étais invisible bien avant aujourd'hui, mais qu'elle m'avait méticuleusement effacé devant un public avide de spectacle. Le dernier accord de son discours persista, et l'auditorium éclata dans un mélange d'applaudissements polis et de rires étouffés. Ma main tremblait tandis que je me relevais, déterminé à faire quelque chose, n'importe quoi pour retrouver ma dignité, mais je ne trouvais pas le courage de crier ou de l'affronter. Ma voix s'était éteinte. Au lieu de cela, je me levai, rassemblai le peu de sang-froid qui me restait et commençai à marcher dans l'allée centrale, le coffret cadeau plaqué contre ma poitrine comme un bouclier. Je me tournai pour observer la silhouette solitaire s'avancer résolument vers la scène. Un calme étrange m'envahit, comme si j'avais enfin décidé de sortir de l'ombre dans laquelle j'avais vécu si longtemps. Arrivé au bord de la scène, je marquai une pause. Le projecteur m'attira. M'isolant de la foule et d'elle. Je soulevai la boîte et la tendis vers elle comme pour lui offrir le dernier morceau de mon cœur. Elle cligna des yeux, la confusion se lisant sur son visage, et je prononçai 2 mots qui résonneraient dans ma tête pendant des semaines. De ton plus grand échec. Puis, sans un mot de plus, je me retournai et m'éloignai. Pas de cris, pas de larmes, juste une sortie silencieuse qui réduisit tout le monde au silence. Je passai devant des rangées de diplômés, des halètements et des murmures, et sortis dans la lumière éclatante du jour, sortant enfin de l'arrière-plan et la laissant, elle et cette vie, derrière moi. J'attendais dans les coulisses obscures de la scène, le cœur battant la chamade, tandis que Camille s'avançait à grands pas, coiffé de sa toge et de sa casquette, les épaules carrées et le menton levé, dans cette posture de confiance tranquille que je l'avais aidé à construire. Les lumières de l'auditorium s'éteignirent un instant, le silence s'installant sur la foule comme un doux velours, puis un unique projecteur éclaira sa silhouette à l'estrade. Je l'observais de côté, mémorisant la courbe de son cou, la façon dont ses lèvres s'entr'ouvraient lorsqu'elle expirait. Le léger tremblement d'excitation dans ses mains lorsqu'elle serrait le pied de micro. Les dernières notes du canon de Pachelbel s'estompèrent, remplacées par la voix chaleureuse et sonore du doyen qui la présentait comme la valedictorienne et conférencière principale de la promotion. Le nom de Camille résonna dans les combles, et le public se leva en applaudissements retentissants comme le tonnerre. Quelque part, enfoui sous des couches de bruit joyeux, je ressentais une douleur de fierté, une joie silencieuse à l'idée que mes sacrifices aient culminé en cet instant. Elle sourit, de ce sourire radieux et inébranlable qu'il avait porté durant ses séances d'études nocturnes et ses séances de plaidoirie exténuantes, et inclina la tête en signe d'acquiescement. Puis elle commença. Sa voix était claire et posée, chaque mot articulé avec la précision d'un avocat chevronné. Aujourd'hui marque non seulement la fin d'une époque, mais aussi le début d'une autre, a-t-elle déclaré, son regard parcourant la mer de visages, de camarades de classe, de professeurs, de membres de la famille et d'amis. Elle a parlé de résilience face à l'adversité, de nuits blanches arrosées de café et de détermination, des innombrables sacrifices consentis par des familles et des mentors qui croyaient en leur potentiel. J'ai ressenti chaque mot comme une bombe sur mon âme, comme si sa gratitude s'étendait à moi et à tout le travail invisible que j'avais investi dans son éducation. Ma poitrine s'est gonflée d'émotion lorsqu'elle a marqué une pause pour les faits, Cécile accrochant la lumière. Puis elle a raconté l'histoire de son premier jour à la faculté de droit. Elle a décrit son entrée dans cet amphithéâtre caverneux, tremblante d'excitation et de terreur, et comment les compliments spontanés d'un professeur lui avaient donné le courage d'aller de l'avant. Et derrière chaque mot d'encouragement, chaque colis, chaque bouée de sauvetage financière, se trouvait Jem Rowan, a-t-elle dit d'une voix plus douce. J'ai cru un instant qu'elle m'honorait comme je l'avais toujours honoré, qu'elle partagerait la vedette avec l'homme en retrait qui n'avait jamais sollicité de reconnaissance. Mais son ton a changé très légèrement, imperceptiblement au début, comme un poids glissant sur une balance. Elle continua, il a été mon partenaire discret, mon inspiration et mon roc. Je me redressai involontairement, percevant le triomphe dans son regard, certaine que ses prochains mots feraient écho à mes sentiments les plus profonds, qu'elle confirmerait que l'amour était réciproque et que j'avais été plus que suffisante. Mes mains, qui avaient tremblé plus tôt, s'immobilisèrent d'impatience. La salle retint son souffle. Puis elle se pencha en avant, le projecteur capturant l'éclat de son regard,
et prononça les mots qui me bouleversèrent plus profondément que n'importe quel coup. Mon mari, Mika. Il n'avait jamais vraiment été à la hauteur. Un rire parcourut le public, poli d'abord, puis spontané à mesure que la prise de conscience s'imposait. Je sentis le sang me quitter, une vague de froid me parcourir les veines. Et pendant un instant, je ne pus concilier la Camille que je connaissais, la femme gentille et déterminée qui m'avait promis son cœur et son avenir, avec l'artiste sur scène qui savourait mon humiliation. Mon esprit hurla, me poussant à intervenir, à me lever. Et crier en signe de protestation, mais mon corps refusait d'obéir. J'étais figé, statue d'incrédulité et de chagrin, tandis que les rires de la foule s'amplifiaient, ponctués de quelques toux gênantes et de pas agités. Elle marqua une pause pour l'effet dramatique, la poitrine soulevée par une lente inspiration, et observa l'amusement tonitruant qu'elle avait suscité. Je vis le triomphe briller dans ses yeux, comme si elle savourait la puissance de ses mots. Le silence qui suivit sa boutade fut épais, une pause pesante avant la vague d'applaudissements suivante. Je me souviens des applaudissements mécaniques d'inconnus qui pensaient avoir assisté à un geste intelligent, complètement inconscient de la vie qu'il brisait. J'appuyais mes paumes contre mes cuisses, les jointures blanchissant, et me demandais si la salle elle-même m'engloutirait tout entière. Camille se redressa, passa un doigt sur le bord de sa robe et balaya l'assemblée du regard comme pour saluer. Puis elle prononça la phrase suivante avec panache, comme pour le point culminant d'un argument juridique. Après tout, il faut bien que quelqu'un me porte jusqu'à la ligne d'arrivée. Les applaudissements tonnèrent, plus soutenus cette fois, déferlant sur les sièges comme des applaudissements pour un final théâtral. Les flashs des appareils photo, les téléphones décrochés, et la doyenne lui adressa un signe de tête comme si elle venait de prononcer le discours le plus poignant de l'histoire de l'université. J'ai senti quelque chose se fissurer au plus profond de moi. Une fracture silencieuse qui allait irrémédiablement changer les contours de mon monde. Mon identité méticuleusement construite de conjoints solidaires, d'alliés invisibles, d'hommes derrière la femme que j'aimais, s'est brisée en un instant. La boîte que j'avais bercée trembla sur mes genoux, le ruban se desserrant comme un nœud coulant qui se resserre. Chaque souvenir d'activités annexes, de sacrifices de voitures, de courses nocturnes, de mots d'encouragement murmurés, d'innombrables dollars engloutis dans ses rêves. Chacun de ces souvenirs devint la relique déchiquetée d'un dévouement unilatéral. La cérémonie se poursuivit, une dernière salve de félicitations, le cortège des diplômés quittant la scène, les poignées de main, et remise des diplômes. Pendant tout ce temps, je restais assis, engourdi, comme emporté par un courant d'incrédulité. Mon esprit était incapable d'assimiler cette trahison. Je regardais Camille descendre les marches sous les acclamations, cherchant des visages dans la foule, cherchant peut-être que je partage son triomphe, que je retrouve les yeux qui la fixaient autrefois avec fierté. Mais je ne la rencontrerai pas, pas après ce qu'elle avait fait. À l'approche de sa sortie triomphale, je me suis glissé de mon siège et me suis retiré vers les coulisses, la boîte dans ma main plus lourde que jamais. Je suis passé devant des rangées de familles en liesse et de diplômés fiers, devant des professeurs échangeant des poignées de main, et je suis sorti dans le couloir lumineux. Les bruits de la célébration se sont atténués derrière moi, remplacés par l'écho de mes propres pas et les battements de mon cœur. À cet instant, j'ai réalisé quelque chose de fondamental. La personne sur cette scène n'était plus la femme que je connaissais. La relation que je croyais indestructible était en ruine, anéantie par ces paroles cruelles. Et moi, Mika Rowan, l'homme discret en arrière-plan, je ne tiendrai plus. Silencieuse, elle réécrivait notre histoire à sa manière. Je me tenais juste au-delà du seuil de la scène, le bourdonnement des conversations et les doux échos de la célébration tourbillonnant autour de moi comme une tempête à laquelle je n'avais pris aucune part. Le petit coffret cadeau pesait lourd dans ma paume, son ruban de satin accrochant la lumière fluorescente comme un clin d'œil. Mon instinct me soufflait de fuir, de disparaître dans les couloirs et de trouver réconfort et anonymat, mais quelque chose de plus profond, de féroce et de résolu, me poussait à avancer. Je retins mon souffle, redressai les épaules et m'engageai dans l'allée, avançant avec un calme délibéré tandis que tous les regards se tournaient pour suivre mon cortège inattendu. Les souvenirs défilaient dans ma tête comme le lent ruissellement de l'eau sur la pierre. Le visage radieux de Camille la première fois qu'elle avait vu cette minuscule lettre d'admission à la faculté de droit. Les SMS qu'elle m'avait envoyés tard le soir après avoir obtenu 87 à un procès simulé. La façon dont sa voix tremblait d'excitation chaque fois qu'elle décrivait sa salle d'audience de rêve. Je l'avais vue passer d'une étudiante pleine d'espoir à une femme posée. Valedictorien. Et à chaque étape de son ascension, je m'étais tenu à distance, lui offrant mon soutien indéfectible.
Et aujourd'hui, elle avait choisi de me présenter non pas comme son allié, mais comme sa chute. Quelque chose en moi s'est alors déplacé, une braise de douleur qui s'est transformée en une flamme de révélation. J'ai marché dans l'allée tandis que le public haletait, leur visage une mosaïque de surprise et de curiosité. Des amis ont échangé des regards perplexes. Les professeurs se sont agités sur leur siège, incertains si cette interruption était planifiée ou périlleuse. Mes pas résonnaient doucement sur le parquet, et pourtant chacun semblait résonner dans ma poitrine. J'ai fouillé dans la poche de mon costume, scrutant les bords lisses de la boîte qui avait autrefois symbolisé la dévotion et la fierté, et qui porte maintenant le poids de la trahison et de la vérité. J'ai avalé ma salive, me suis glissé et j'ai avancé jusqu'à ce que le bord de la scène s'élève devant moi en une légère pente. Camille, fraîchement sortie de son triomphe, s'attardait au centre de la scène, savourant les applaudissements. Elle s'est retournée à mon approche, les sourcils froncés de surprise. Il y avait une lueur de reconnaissance dans ses yeux. D'abord curieuse, puis incertaine, et enfin un éclair plus sombre lorsqu'elle réalisa ce que je tenais. Le public suivit son regard et haleta à son tour. Le son d'un cœur fragile qui se brisa comme un fil cassant. Je marquai une pause, sentant la gravité de l'instant s'installer entre nous comme de l'acier froid. Mon cœur battait fort, mais ma voix demeura ferme tandis que je soulevais la boîte, la lui offrant comme un ultime témoignage de tout ce que j'avais enduré. Elle l'accepta du bout des doigts délicats, ses ongles effleurant les miens pendant un instant qui me sembla une éternité. Puis elle déballa le ruban, décollant le papier pour révéler son contenu. Je la regardais mémoriser la lente progression du choc qui traversait son visage à mesure qu'elle découvrait chaque objet. D'abord, la photo. Camille et Jem, pris dans une étreinte intime dans le hall d'un hôtel, le rire figé sur leur visage sous l'horodatage brutal. Je vis le rouge monter aux joues de Camille lorsqu'elle réalisa la trahison avec une netteté pixelisée. Ensuite, elle sortit l'email imprimé. Un fil conducteur, des pages de messages détaillant des rencontres clandestines, des promesses murmurées et des justifications répétées de l'infidélité. Je l'entendis inspirer brusquement, le son emplissant l'espace caverneux qui nous entourait. Finalement, elle sortit le document notarié, le faisant glisser de son enveloppe comme un juge prononçant son verdict. L'entête en gras indiquait « demande de divorce », accompagnée de ma signature et de la date. En dessous, de ma propre main, figurait une phrase « Tu n'as pas le droit de changer ma valeur ». Je pouvais voir le tremblement dans sa main tandis qu'elle tenait le papier, son regard oscillant entre les mots et mon visage. Le public se penchait comme s'il s'attendait à une réaction, à un effondrement ou à une attaque. Mais au lieu de cela, Camille, ma Camille, se tenait figée dans un silence stupéfait, la bouche légèrement ouverte, comme si l'air lui avait été volé. J'éprouvais alors une étrange clarté, comme si j'étais sorti de moi-même et que j'étais témoin de la vie de quelqu'un d'autre. Il y avait Camille, la brillante avocate, l'oratrice. La femme qui avait imposé respect et admiration à chaque instant. Et Camille était là, confrontée aux conséquences crues de ses actes, exposée de la manière la plus vulnérable qui soit. À cet instant, j'ai compris que ma décision de présenter les preuves publiquement n'était pas une vengeance. Il s'agissait de reprendre ma place. C'était une déclaration, je ne resterai plus dans l'ombre, invisible, ignoré ou non reconnu. Derrière moi, des murmures fleurissaient comme un champ d'herbe agité. Les caméras des téléphones clignotaient pour enregistrer chaque seconde. Les organisateurs en coulisses hésitaient, hésitant entre couper le son ou m'escorter. Mais je suis resté immobile, ancré par la gravité de ma déclaration et la certitude d'avoir fait ce qu'il fallait. J'ai vu les yeux de Camille briller d'humiliation et de regret, le teint de son visage virant du rose au cendré. Elle a jeté un coup d'œil à la foule, son regard se portant sur les professeurs et les camarades comme pour implorer la clémence ou la solidarité, mais n'en a trouvé aucun. Au lieu de cela, elle a vu des observateurs distants dont les murmures traînaient derrière moi. Comme des fantômes. Et puis, aussi soudainement que j'étais apparu, je me suis détourné. Mes jambes m'ont porté hors de la scène avec une aisance délibérée, retraçant le chemin que j'avais emprunté pour y entrer. Mon esprit a enregistré le fracas du papier de la boîte jetée au sol et le léger bruit sourd lorsqu'elle a atterri près du podium. Je n'ai ressenti aucune satisfaction face à son choc, seulement un calme résolu, comme si j'avais accompli une tâche nécessaire et pouvais maintenant prendre un nouveau départ. L'air du couloir m'a accueilli comme une brise fraîche, portant les lointains échos d'applaudissements que je ne souhaite plus entendre. Je suis descendu un escalier, chaque marche me libérant davantage de la vie que j'avais connue et me rapprochant d'un avenir libéré des faux-semblants. Mon téléphone vibrait dans ma poche.
des messages d'amis inquiets, des textos affolés de membres de ma famille, et même une icône de messagerie vocale clignotant sur l'écran, on ne sait combien. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. J'avais fait ma déclaration, et maintenant j'allais vivre avec ses conséquences, quelles qu'elles soient. À l'extérieur de l'auditorium, la lumière du soleil filtrait à travers les portes vitrées. Des modes de poussière illuminée dansaient dans l'air chaud. Je marquai une pause, inspirant profondément, savourant le goût de la liberté mêlée d'une pointe d'amertume. Je réalisais à cet instant lumineux que j'avais livré bien plus que des preuves dans une pétition. J'avais livré mon silence, mes doutes, ma volonté de rester invisible. Et en pénétrant dans le monde au-delà de ce bâtiment, je sentis mon identité se transformer et se solidifier. Je n'étais plus seulement l'homme en retrait. J'étais un homme qui avait enfin revendiqué son récit pleinement vu, pleinement entendu et pleinement suffisant. Je sortis de l'auditorium dans la lumière de fin d'après-midi. Le fragile coffret cadeau, désormais une relique abandonnée, était aux pieds de Camille. Son contenu exposé à nu sur la scène. Chaque respiration était aiguë, comme l'inhalation d'éclats de verre. Je m'éloignai de la foule, immobile, stupéfaite. L'écho de leur halètement collectif résonnait dans la salle. Mais mon esprit était déjà ailleurs, fixé sur la vérité que j'avais dévoilée. La photo, les courriels, le document notarié. Pétition. Je savais que ces objets la blesseraient profondément, mais je n'avais pas encore pleinement saisi comment ils me libéreraient. Les jours suivants, le souvenir de ce moment me revint en mémoire par éclairs vifs. La façon dont ses joues avaient pâli à la vue de la photo, le tremblement de ses mains en tenant le fil de discussion imprimé, le regard vide qu'elle lançait vers le pupitre en lisant mes mots. Je voyais encore les lumières de l'auditorium se refléter sur l'unique projecteur, illuminant son expression de surprise trahie. Chaque fois que je fermais les yeux, je me repassais ce souvenir. Non par regret, mais parce que c'était la première fois que je me voyais vraiment, ne me contentant plus de rester dans l'ombre. Mais ce qui me frappait le plus dans cette boîte, c'était que son contenu était plus que de simples instruments d'exposition. C'étaient des vestiges de ma transformation. La photo de Camille et Jem dans le hall de l'hôtel n'était pas seulement la preuve de sa trahison. C'était un instantané du moment où j'avais cessé de nier ce que mon cœur soupçonnait déjà. Je me souvenais de l'après-midi où je l'avais découverte. J'étais en train de réorganiser des fichiers numériques. Sur notre disque dur partagé, je suis tombé sur un dossier, personnel, caché sous des couches de répertoires anodins. Ma main avait plané sur le fichier lobby.jpg. La curiosité et l'effroi me tenaient la poitrine. En l'ouvrant, je les ai vus. Le rire de Camille s'était cristallisé en pixels. Le bras de Jem était passé autour de sa taille, avec une certaine possessivité. J'avais ressenti une vague de fureur, rapidement suivie d'un détachement glacial. Cette photo marquait la fin de mes illusions. Puis il y avait eu le fil des emails. Des pages et des pages de bavardage clandestin, cousus ensemble comme une confession codée. Chaque message détaillait des rencontres secrètes dans des cafés tranquilles. Des week-ends volés dans des hôtels isolés. Des promesses de dévouement qui n'avaient aucun sens en dehors de ses vœux. Je me souvenais avoir parcouru l'écran du doigt en lisant les transcriptions. Hâte de te voir. Tu es mon échappatoire. Notre prochain rendez-vous est fixé. J'avais le souffle coupé. Et à cet instant, j'ai réalisé l'ampleur de sa tromperie. Ce n'était pas seulement une infidélité. C'était une menace préméditée pour notre vie commune. J'ai imprimé le fil de discussion en entier, chaque page scellée par un tampon notarié, afin que personne ne puisse invoquer de faux ou d'interprétations erronées. Finalement, j'ai tenu la demande de divorce en main, un document élégant et lourd, portant le sceau du tribunal et ma signature à l'encre noire. Écrire mon nom en bas m'avait semblé surréaliste, comme si je consacrais notre mariage à l'encre et au papier plutôt qu'aux larmes et au chagrin. En dessous, j'avais fait défiler mon acte d'accusation. On ne peut pas réécrire ma valeur. Ces mots n'étaient pas nés de la rancune. Ils étaient l'aboutissement de toutes les promesses silencieuses que je m'étais faites. Tenir bon, exiger le respect et refuser d'être diminué. Demander le divorce était mon ultime acte d'auto-préservation. Mais le présenter publiquement était ma déclaration que je ne suivrais plus son scénario. Après coup, la nouvelle de ma révélation dramatique s'est répandue comme une traînée de poudre. Les réseaux sociaux ont déferlé de gros titres. Le mari d'une valedictorian révèle sa liaison sur scène. L'ogre humilié par la boîte à vérité de son épouse. La confrontation publique de Mika Rowan, une leçon d'estime de soi.
Certains articles me présentaient comme une justicière impitoyable. D'autres me saluaient comme une héroïne courageuse. Je les lisais tous dans la solitude de ma chambre d'hôtel, la lueur de l'écran illuminant mon visage dans l'obscurité. Tandis que les images du contenu de la boîte faisaient le tour du monde, j'éprouvais une étrange sensation de paix. J'avais enfin raconté mon histoire à ma façon. Le monde de Camille s'est effondré en temps réel. Des semaines plus tard, elle m'a envoyé un texto « Rends-moi mes affaires ». J'ai répondu d'un seul mot « Terminé ». Un camion de déménagement est arrivé à notre appartement partagé et a emporté ses affaires comme s'il nettoyait une scène de crime. Du bord du trottoir, j'ai regardé les cartons estampillés de ses initiales disparaître dans l'espace caverneux du véhicule. L'appartement semblait vide sans sa présence. L'odeur de son shampoing disparut, le claquement de ses talons réduit au silence, les espaces qu'elle occupait autrefois s'étaient à présent vidés. Vide. Mais je n'ai pas fait mon deuil. Au contraire, j'ai reconnu que j'avais créé un espace où je pouvais prendre un nouveau départ. Des amis m'ont contacté, certains m'offrant leurs condoléances, d'autres m'exhortant à pardonner. Des collègues m'ont accueilli dans de nouveaux cercles professionnels. Une entreprise technologique privée de Denver m'a proposé un emploi. Intrigué par ma résilience et mon parcours de réinvention, j'ai accepté, impatiente de déménager et de prendre un nouveau départ. En faisant mes bagages, je me suis attardé sur le coffret cadeau, désormais débarrassé de son ruban et de son emballage déchiré. Il reposait sur mon bureau comme une relique, témoignage silencieux du moment où j'avais choisi de me défendre contre l'ombre. Je l'ai rangé dans un tiroir, me promettant de ne jamais oublier comment j'avais retrouvé ma voie. Les procédures judiciaires ont avancé avec une efficacité clinique. Des séances de médiation ont été programmées. Le partage des biens et la répartition des actifs ont été négociés. Camille et moi ne communiquions que par l'intermédiaire d'avocats. Notre histoire personnelle se réduisait à des clauses et des postes. Chaque signature, chaque initiale me semblait un point de suture dans la tapisserie finale de notre union, se défaisant jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Lorsque le jugement de divorce a été finalisé, je tenais le document dans ma main et je n'éprouvais ni triomphe ni regret, seulement un profond sentiment d'accomplissement. J'avais honoré mes engagements, affronté la trahison et en étais ressorti avec ma dignité intacte. Lors de ma dernière soirée en ville, je suis retourné à l'auditorium de la faculté de droit. La scène était sombre et vide, les sièges silencieux. Je me suis dirigé vers l'endroit où je m'étais tenu, où j'avais livré la boîte de vérité, et j'ai imaginé le silence qui s'était abattu sur la foule. J'ai revu le visage de Camille, les larmes luisantes dans ses yeux, le tremblement dans sa voix lorsqu'elle a lu mes mots. Debout là, seul, j'ai laissé les souvenirs m'envahir, un ultime bilan avec tout ce qui avait précédé. Puis je me suis retourné et je suis sorti, l'écho de mes pas s'estompant dans la nuit. Alors que l'avion décollait de la piste, j'ai contemplé les lumières scintillantes de la ville qui avait été témoin de mon humiliation et de ma libération. J'ai posé ma main sur mon cœur, là où les bords tranchants du passé s'étaient logés, et je les sentis stables sous ma paume. La boîte, la photo, les emails, la pétition, chacun avait rempli sa fonction. Et maintenant, je les portais non pas comme des fardeaux, mais comme des trophées de ma résilience. J'ai fermé les yeux et juré en silence, plus jamais je ne laisserai quelqu'un d'autre définir ma valeur. J'étais l'auteur de ma propre histoire, le gardien de ma propre vérité, et je savais que c'était plus que suffisant. Le lendemain matin, je me suis réveillé sous la douce lueur du lever du soleil filtrant à travers les rideaux de la chambre d'hôtel, les événements de la veille se déroulant dans ma tête comme un film en boucle. La chambre était silencieuse, à l'exception du bourdonnement lointain de la circulation en contrebas et du léger cliquetis des chariots à café dans le couloir. Allongé sur le lit, je regardais les poussières flotter dans la lumière dorée, sentant un calme inattendu m'envahir. Je m'attendais à de la rage, des larmes, de la confusion, peut-être même des regrets. Mais au lieu de cela, j'ai ressenti une satisfaction creuse. J'avais fait ce que j'avais à faire. J'avais repris ma vie en main. Finalement, je me suis levé et je suis allé à la fenêtre, écartant les rideaux pour contempler la ville qui s'étendait sous moi. Voiture, je rampais dans les rues. Les gens s'activaient sur les trottoirs. Et la vie reprit son cours comme si mon drame personnel n'avait jamais eu lieu. J'appuyais mon front contre la vitre froide et laissais le silence s'installer en moi. Dehors, le monde était indifférent. Il ne se réjouissait ni ne pleurait mon chagrin. Il continuait, tout simplement. Et cette pensée me ressaisit. Je n'étais plus lié par son récit. Je pouvais écrire le mien. Mon téléphone vibra sur la table de nuit.
12 appels manqués, 6 messages vocaux et d'innombrables SMS. Je les ignorais tous. Je n'avais rien à dire. Pas encore. Je préparais un petit sac avec l'essentiel, des vêtements, mon ordinateur portable, quelques livres, et laissais la boîte vide au fond du tiroir. En verrouillant la porte de l'hôtel derrière moi, je sentis une clé tourner au plus profond de moi, scellant un chapitre que je ne revisiterai jamais. À la réception, je demandai une facture et réglai ma chambre sans un regard à l'employé. La descente en ascenseur fut silencieuse, un bref instant de transition entre ce qui avait été et ce qui allait arriver. Dans le hall, je m'arrêtai pour observer mon reflet dans le miroir. Des baies vitrées en marbre poli, du sol au plafond. L'homme qui me regardait me semblait à la fois familier et étranger, le regard clair, la posture droite, l'expression indéchiffrable. Ce n'était plus l'homme qui fuyait l'humiliation. C'était l'homme qui s'en allait avec sa dignité intacte. J'ai hélé un taxi et indiqué au chauffeur une adresse en centre-ville. Tandis que nous roulions à toute vitesse dans les rues de la ville, je regardais les immeubles défiler flous, respirant le péché des gaz d'échappement et de la rosée matinale. Je réalisais que je n'avais aucun plan. J'avais pris rendez-vous avec mon avocat, Nathaniel Chin, pour finaliser la procédure de divorce. Mais au-delà de ça, le chemin était vide. Et pour la première fois depuis des années, ce vide me parut plus grisant que terrifiant. J'étais libre. J'ai passé la journée à flâner dans un musée où des tableaux de cœurs brisés semblaient faire écho aux miens. Dans des ruelles étroites bordées de cafés où des inconnus riaient autour de tasses de café fumantes, jusqu'à une librairie où je me suis perdu parmi les pages de romans sur les nouveaux départs. Partout où je suis allé, je ressentais un aliment silencieux comme si le monde m'invitait à dépasser mon passé. J'ai porté le poids de mes révélations comme un manteau, lourd, indéniable, mais aussi protecteur, me protégeant de la piqûre de trahison. Ce soir-là, je me suis retrouvé devant notre ancien immeuble d'appartement. La façade en briques était inchangée, mais tout le reste s'était déplacé. J'ai grimpé les marches de front et j'ai pressé ma main contre la porte, sentant le grain du bois à travers le bout des doigts. Les souvenirs m'ont inondé. Le rire de Camille faisant écho dans le couloir, l'arôme de son parfum dérivant de la chambre, le clic doux de ses talons. En partant pour le travail, j'ai réalisé que j'avais partagé plus qu'une maison avec elle. J'avais partagé un monde et ce monde n'existait plus. Je me suis détourné avant que je puisse frapper, reculé sur le trottoir, le soleil de fin d'après-midi projette de longues ombres et l'air crépitait avec une tension tacite. J'ai alors compris que la fermeture ne proviendrait pas de revisiter de vieux repères. Il proviendrait de forger de nouveaux. J'ai marché, laissant le seuil où nos vies s'étaient recoupées. Je suis arrivé au bureau de Nathaniel au moment où le crépuscule s'installe. Le hall du bâtiment sentait des livres en cuir et du tapis usé. J'ai attendu dans une chaise en peluche, en coupant un magazine sans absorber un seul mot. Quand il est apparu, une silhouette composée dans un costume de charbon de bois, je me suis levé et j'ai offert un léger sourire. Il m'a introduit dans son bureau, son expression sympathique mais professionnelle. Nous avons examiné le règlement final, la division des actifs, le soutien aux conjoints et la clôture des comptes conjoints. Chaque élément de ligne ressemblait à un point démêlant notre vie partagée. J'ai signé mon nom si nécessaire, chaque signature résonnant comme un pas vers la liberté. Alors que je monte pour partir, Nathaniel a étendu une poignée de main ferme. Je vais déposer le décret demain. Ce sera définitif dans 2 semaines. Ces paroles semblaient être un réconfort improbable. Merci, j'ai dit, ce qui signifie plus qu'une simple gratitude pour ses services. Je le remerciais de m'avoir guidé à travers la tempête légale et de m'avoir aidé à récupérer mon avenir. À l'extérieur du bureau, la nuit a masqué les rues dans le calme. Je me dirigeais vers un bar voisin, dessiné par la lueur chaude des lumières à l'intérieur. J'ai pris place au comptoir et j'ai commandé un verre de whisky. Le barman m'a glissé sans un mot. J'ai regardé dans le liquide ambré, voyant ma réflexion onduler à sa surface. J'ai pensé aux cris de Camille, comment ils ont dû faire écho après mon départ, son plaquage de sang-froid brisé par l'exposition publique de ses secrets. Une partie de moi grimaça à l'idée de son humiliation. Une autre partie s'est réjouie de sa justice. Un homme au bout du bar a tincé son verre dans ma direction, un salut silencieux à une autre âme qui portait plus de douleur que la plupart. J'ai hoché la tête, soulevant mon verre en retour. Il sourit et retourna à sa conversation, me laissant seul avec mes pensées. Je sirotais lentement, savourant la brûlure en glissant dans ma gorge, emportant avec elle les dernières vrilles de doute et de peur. Lorsque le verre était vide,
j'ai payé mon onglet et j'ai reculé sur le trottoir. L'air nocturne était net, portant le bourdonnement lointain de Nightleaf et la légère parfum de la pluie. J'ai fermé les yeux et écouté, entendant le rythme du rythme cardiaque de la ville. Quelque part au loin, les rires ont sonné, insouciants et sans relâche. J'ai ensuite décidé de chasser ce rire pour remplir mes journées de moments sans être entaché par la trahison. J'ai tiré ma veste plus serrée et j'ai commencé à marcher. Chaque pas un battement délibéré dans la marche vers une nouvelle vie. Past fermait les vitrines et les signes de néon. Les couples passaient se promenant main dans la main. Après le scintillement des réverbères me guidant vers l'avant. J'ai senti le poids de ses cris reculer derrière moi remplacé par la cadence régulière de mes propres pas. Bien que je puisse encore entendre l'écho de sa douleur, cela ne se répercute plus dans mon cœur. Au loin, j'ai repéré une gare, ses plateformes se sont allumées comme des balises. Un train glissa, les portes fredonnant. Sans hésitation, j'ai acheté un billet et je suis monté à bord, en choisissant un siège près de la fenêtre. Alors que l'horizon de la ville se brossait, j'ai pressé mon front contre le verre frais et fermé les yeux. Le mouvement du train m'a apaisé, son attaquant a promis de changement. Je ne savais pas où je me dirigeais, Denver, peut-être, ou quelque part entièrement nouveau. Mais cette incertitude ne m'a plus fait peur. Ça m'a ravi. L'avenir s'est étendu devant moi comme une route ouverte, non marquée et en attendant d'être voyagée. Et bien que les cris de Camille résonnent dans les annales de notre passé partagé, ils ne me définiraient jamais. J'avais dit ma vérité de la manière la plus publique possible, et maintenant je le vivrai de la manière la plus privée imaginable. Le train s'est accéléré dans la nuit, m'éloignant de l'épave de ce qui était et vers la promesse de ce qui pourrait être. Et à chaque mile qui passe, j'ai senti l'homme en arrière-plan complètement dans la lumière, prêt à être vu et à se voir à clairement, complètement et sans excuse. J'ai passé cette première nuit dans une chambre d'hôtel stérile, le poids de mon choix s'installe dans mes os comme des sédiments. Je m'allongeais sur le lit étroit, les draps tirés en moi, fixant la tuile de plafond par carreaux comme si elle m'appelait l'avenir dans chaque sombre carré fluorescent. Mon téléphone est silencieux sur la table de nuit, l'absence de son buzz plus assourdissant que n'importe quel anneau. Pour une fois, je ne voulais pas entendre sa voix, je ne voulais pas lire ses excuses ou excuses frénétiques. Dans l'immobilité étouffée, j'ai ressenti une curieuse clarté. Ce silence était sa propre victoire. Cela signifiait la fin de ma soumission, la fermeture d'un chapitre défini par des compromis tacites et un ressentiment étouffé. Dawn a filtré à travers les rideaux dans une lueur pâle, et je me levais avec le soleil, s'habillant dans des vêtements qui sentaient inconnus, fraîchement blanchis, croustillants, sans coiffure par notre histoire commune. J'ai emballé un petit sac avec des éléments essentiels, laissant derrière lui le pull usé qu'elle favorisait et la tasse de café qu'elle a toujours affirmé était la sienne. L'acte était symbolique, une déclaration tacite que nos vies ne s'entrelaceraient plus. Je suis sorti de la pièce sans un regard arrière. Chaque pas vers le hall éclaircissant mon cœur avec la promesse de solitude. De retour dans le rythme grinçant de la ville, j'ai navigué sur les trottoirs bondés et klaxiers. J'ai entendu les notifications de messagerie vocale frénétique attendre dans ma boîte de réception. Son numéro, le numéro de Jem, le numéro de ma mère et les innombrables amis qui avaient autrefois applaudi notre syndicat. J'ai résisté à l'impulsion à écouter, à reconnecter, à expliquer. Au lieu de cela, je laisse les messages s'accumuler, chaque buzz sans réponse renforçant la frontière que j'avais tracée. J'ai bercé mon café dans une main et la petite boîte avec une lambée de son ruban toujours attachée dans l'autre, les restes de mon défi cachés soigneusement sous mon bras. J'ai trouvé refuge dans le coin calme d'un café local de la librairie. S'installant dans un fauteuil en cuir loin des yeux indiscrets, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé un document vide. Le curseur clignote comme un rythme cardiaque. Les mots se sont dégagés dans mon esprit. Fragments de réflexion. Des éclats de révélation. Le vide caverneux du silence que j'avais choisi. J'ai commencé à taper. Dans le silence après le chagrin, j'ai redécouvert ma voix. Paragraphe par paragraphe. J'ai versé la tempête qui avait fait rage en moi. La trahison, l'humiliation, la brûlure lente des conséquences de la trahison. L'écriture est devenue mon sanctuaire. Chaque phrase une brique reconstruisant les bases de qui j'étais en dehors de son ombre. Les heures passaient inaperçues jusqu'à ce qu'un barista me pousse avec une recharge. Je m'étire, mentant la raideur dans mes épaules desserrées. À l'extérieur, le soleil de l'après-midi projette de longues ombres et une rafale de vent secoua les fenêtres du café comme un murmure lointain. J'ai regardé les couples passer à côté, leur rire résonnant à travers la douleur.
Pendant un moment, j'enviais leur facilité, leurs échanges sans traduit d'amour et d'affection. Mais ensuite je me suis rappelé que j'avais échangé un spectacle sans amour pour la solitude bénie de l'authenticité. J'ai fermé l'ordinateur portable, savourant pour fredonner une réalisation silencieuse qui bourdonnait sous ma peau. À l'approche de la soirée, je me promenais dans un parc à proximité, le chemin de gravier grimpant sous mes bottes. Les arbres se tenaient sentitinino, leurs feuilles bruissantes dans une langue que je comprenais presque. Je m'arrêtai par un banc qui surplombait un petit étang, la surface de l'eau reflétant le ciel pastel alors que la lumière du jour diminuait. Une famille nourrie au canard au bord, leurs petites voix se déchaînant dans l'air rafraîchissant, j'ai regardé un enfant jeter la chapelure, suivi par le rire doux d'une mère, j'ai réalisé que la vie persistait dans ses rythmes simples, ses anniversaires, ses pique-niques, ses retrouvailles tranquilles, non autrement par ma tragédie personnelle. Cette prise de conscience m'a humilié et m'a permis. Heartbreak n'était pas un point final, mais un détour sur la route d'être en vie. La nuit est tombée et je me suis retrouvé dans un bar sur le toit surplombant les lumières de la ville. J'ai commandé un whisky soigné et j'ai regardé l'horizon, les silhouettes du bâtiment gravées contre la toile sombre. J'ai ressenti une dérive mais ancrée, prise entre les souvenirs de ce qui avait été et la promesse de ce qui pourrait être. Je me suis souvenu de ces cris, les échos sauvages et bruts qui devaient avoir augmenté de la scène longtemps après mon départ. Une partie de moi recula à l'idée de sa douleur. Une autre partie l'a reconnue comme les inévitables retombées de la vérité se sont déchaînées. Assis là seul, j'ai levé mon verre à la nuit silencieuse. Un toast solitaire à la résilience à forger dans le creuset de la trahison. De retour à mon appartement temporaire, j'ai finalement ouvert mes messages vocaux. Il y avait des dizaines d'amis inquiets pour moi. Famille offrant un soutien, même la messagerie vocale de Camille, sa voix tremblante alors qu'elle suppliait l'explication, le pardon. J'en ai joué un, puis un autre, jusqu'à ce que je ressente la douleur creuse de la compassion remuant dans ma poitrine. Mais la compassion n'a pas égalé la réconciliation. J'ai supprimé les messages un par un. Le ton de confirmation de la bénédiction tranquille de la finalité. Pas de message de j'aime, pas de tirade haineuse, juste elle, vulnérable et perdue, me demandant de retourner à un récit que je n'habite plus. Je me suis endormi cette nuit-là dans le bourdonnement lointain de la ville, cocooné dans le fusil constant de ma propre respiration. Les rêves sont venus sans avertissement. Des fragments de notre vie partagée scintillaient comme un film granuleux. Notre premier rendez-vous au café. Sa lettre d'acceptation. Le jour où je l'ai surpris avec des roses. Mais ces souvenirs, autrefois des sources de confort, se sentaient maintenant spectraux. Quand je me suis réveillé, ils se sont dissipés comme de la brume, me laissant avec la clarté que je pouvais récupérer la joie selon mes propres termes. Dans les jours qui ont suivi, je me suis installé dans une routine d'exploration silencieuse, à long terme à travers le Riverfront Trail, à des visites dans des musées où je me suis perdu dans l'art et l'histoire, et l'après-midi passé à écrire des idées pour un nouveau projet que j'avais allaité en secret. Mon téléphone est resté principalement silencieux, sans danger pour les emails de travail et l'enregistrement occasionnel de ma sœur. Je ne me sentais plus attaché au chaos de sa réaction. Je me suis déplacé dans le monde, guidé par ma propre boussole. Un matin, une lettre est arrivée dans une enveloppe ordinaire sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une note dactylographiée sur le papier blanc croustillant. Mika, je comprends maintenant que je vous ai pris pour acquis. J'ai effacé votre valeur pour élever le mien. Je suis désolé. Je ne m'attends pas à un pardon, seulement que vous savez que vous comptiez plus que je ne le permettais. Vous voyez, j'ai tenu la note à la longueur des bras, les lettres floues par des larmes que j'ai refusé de verser. Je l'ai pliée une fois, 2 fois et je l'ai glissée dans un livre que je lisais. C'était lourd dans ma poche, un rappel de sa contrition et du gouffre qu'elle avait créé entre nous. Mais je ne l'ai pas permis de me dérailler. J'ai reconnu ses excuses dans mon esprit, puis je l'ai laissé reposer aux côtés de mes souvenirs de nous, une relique d'une histoire que j'avais dépassée. Alors que l'été a diminué, j'ai reçu une offre d'emploi de la société de technologie privée à Denver. Un rôle qui a promis un défi, une innovation et un nouveau départ. J'ai pesé la décision et accepté, désireux de laisser les braises des souvenirs de cette ville. Mon itinéraire de départ était simple. Réserver un vol, emballer mes effets personnels, expédier la boîte à ma mère pour la garde et fermer ce chapitre pour de bon. Lors de ma dernière matinée dans la ville, j'ai erré une dernière fois sur le campus de la faculté de droit. La cour était silencieuse. Les élèves moulant entre les cours. Je me faisais une pause par le chêne sous lequel j'avais proposé une fois que nous étudions ensemble.
J'ai pressé ma paume contre son écorce rugueuse, ressentant le pouls de l'histoire et de la croissance. Puis je me suis retourné et je suis parti, chaque pas plus léger que le précédent, portant le silence qui m'a suivi comme une armure et comme une promesse. Je me dirigeais vers un futur non lié par la trahison. Une vie définie par la clarté que j'avais trouvée dans le silence qui est venu après la tempête. Je n'ai jamais prévu de révéler les années de suspicion silencieuse et de douleur privée qui m'ont conduit à cette étape. Mais au moment où la photo s'est glissée de la boîte dans sa main tremblante, je savais que rien ne pouvait rester caché. Pendant des mois, bien avant l'image du hall de l'hôtel, bien avant que le ruban ne soit coupé et le rappeur déchiré, j'avais porté le poids des avertissements tacites et des doutes à moitié croyés. Ma vie avec Camille avait été un équilibre minutieux de dévotion et de déni. Et bien que tout le monde ait vu la lueur de son succès, personne ne comprenait l'érosion tranquille de notre confiance. Il a commencé assez inoffensif. Les reçus oubliés, les notifications critiques sur son téléphone, les textes de fin de nuit qu'elle fermait à la hâte chaque fois que je regardais par-dessus son épaule. Au début, je l'ai réprimandé pour stress. La faculté de droit était exténuante et je me suis dit qu'une pression constante explique un comportement erratique. Les appels téléphoniques gardés occasionnels, le besoin soudain de retraite d'études le week-end. Je l'ai acheté parce que je l'aimais et parce que je voulais que toutes les excuses soient innocentes, mais de minuscules fissures ont continué à apparaître dans le fondement de notre mariage. J'ai trouvé une tache de rouge à lèvres sur son col un soir lorsque j'ai apporté son café. Et quand j'ai posé des questions à ce sujet, elle a ri alors que le maquillage enduit par un col voyou. J'ai avalé mes soupçons, j'ai souri et je n'ai rien dit parce que je croyais à la générosité de l'amour même lorsque j'ai senti sa trahison. Puis vint la découverte du deuxième téléphone. Je l'ai remarqué un après-midi sous une pile de courriers et un écran déverrouillé montrant une application de messagerie que l'on n'avait jamais vue. Mon cœur a réussi à exploiter l'écran et à trouver une chaîne de conversation enregistrée sous un nom que je ne reconnaissais pas. Les messages étaient affectueux, urgents. Tu me manques. Dîner à 8 ans, j'ai hâte d'être à nouveau avec vous. J'ai regardé ces mots comme s'ils étaient des flammes léchant le bord d'une forêt sèche, sachant que si je n'avais pas affronté l'étincelle, cela consommerait tout. Mais j'ai toujours hésité. Je me suis toujours détourné, me convainquant que mon imagination était devenue trop sauvage, que le fardeau de la suspicion était à moi seul à supporter. Une semaine plus tard, je les ai suivis Camille et ce mentor, elle a appelé Gem, dans une cave isolée à la périphérie de la ville. J'ai garé ma voiture derrière une ligne de haies et je me suis glissé sur le chemin du gravier où je les ai vus émerger d'une voiture, en riant de manière conspirante. Camille portait la même expression qu'elle a toujours sauvée pour les célébrations. Brillant, insouciant, ignorant les ombres qui traînent ses pas, Gem Arm était drapé avec désinvolture sur ses épaules, la tête se pencha ensemble alors qu'ils chuchotaient à l'intérieur des blagues. J'ai regardé leur intimité facile et j'ai senti le sang s'écouler de mon visage. Quelque chose en moi s'est cassé alors, une démission silencieuse que son cœur s'était éloigné plus loin que je ne l'avais jamais osé. J'aurais pu la confronter là-bas, aurais pu faire irruption dans ce vignoble et exiger des explications, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je suis rentré chez moi en silence. Chaque lampadaire jetant de longs fantômes de regret à travers mon pare-brise. Cette nuit-là, je me suis éveillé en écoutant le bourdonnement du réfrigérateur et la baleine lointaine des sirènes rédigeant une lettre dans mon esprit. Une lettre qui confesserait mes connaissances sans excuse. Cela déclarait mon intention de briser le silence que j'avais gardé depuis si longtemps. Mais je n'avais pas le courage de l'envoyer. Au lieu de cela, j'ai continué à jouer mon rôle. Mari dévoué, fier supporter, pom-pom girl de fond. Mon avocat, Nathaniel Chin, me préparait pour chaque éventualité depuis que je lui ai confié le deuxième téléphone. Nous avons élaboré des stratégies lors de réunions de bureau à la chute, pesant le coût de la confrontation contre le risque de déni continu. Nathaniel m'a averti que l'exposition publique pourrait irrémédiablement endommager la carrière de Camille, mais il a également reconnu le pouvoir de la vérité libérée. Au cours de ces séances, j'ai réalisé que j'avais planifié ma sortie bien avant de rêver de la scène. Sans le vouloir, chaque sacrifice que j'ai fait, les changements de prolongation, les concerts, les courses de fin de soirée, avaient été des investissements dans un avenir que je supposais appartenir ensemble. Mais le téléphone caché et les tristes secrets avaient recalibré mon objectif. La veille de son diplôme, j'ai imprimé les échanges de courriels et les ai notarisés, liant leur authenticité avec un tampon et une signature. J'ai sélectionné la carte mémoire de la photographie et téléchargé l'image, ajustant la luminosité afin que chaque détail soit clair. La façon dont la tête de Camille a basculé vers Gem,
la courbe de ses lèvres alors qu'il chuchotait quelque chose qui la faisait sourire. J'ai ressenti une vague de chagrin et de clarté. Du chagrin pour l'amour auquel je croyais autrefois. Clarité pour moi que je récupérais. J'ai plié la pétition de divorce, écrit les mots « Vous ne pouvez pas réécrire ma valeur » et tout a placé dans la petite boîte que j'avais commandée en ligne quelques semaines plus tôt. Quand je suis arrivé à l'auditorium ce matin-là, mon pouls a relevé, non pas par peur, mais de la connaissance que j'avais finalement revendiqué mon agence. Je suis sorti un costume simple plutôt que de me cacher derrière la façade d'un fier conjoint. Pas de boutinaire, pas de sourire de félicitations pour les caméras. Je ne portais que ma vérité dans la boîte. Chaque pas que j'ai fait vers ce stade était un pas du personnage que j'avais porté si longtemps. Le mari de soutien qui n'a jamais rien demandé en retour. Mon dos du fardeau que j'avais porté et soulevé tout de suite alors que je me dirigeais sous les projecteurs. Alors que Camille prononçait ces mots cruels, j'ai senti la vague d'années reculer, me laissant debout sur le rivage d'un nouveau départ. Lorsque j'ai étendu la boîte vers elle, j'ai vu un éclair de reconnaissance dans ses yeux, non seulement pour les preuves à l'intérieur, mais pour le fait que l'homme qu'elle pensait savoir avait appris à se voir. J'avais détourné les signes des signes, faisais confiance à la générosité aveugle de l'amour et je me suis presque perdu dans le processus. Mais j'avais également appris que le silence est un luxe rarement accordé à ceux dont le seul crime est trop férocement. Après lui avoir remis cette boîte et dit « De votre plus grand échec, j'ai laissé tout le monde derrière ». Son expression choquée, le public stupéfait, les échos du rire et de l'indignation. Je suis sorti tranquillement, en fermant la porte sur une vie définie par le déni et en entrant dans celui défini par la vérité. Ne plus la figure d'arrière-plan de l'histoire de quelqu'un d'autre, j'ai émergé comme le protagoniste, portant la trame de fond que personne d'autre ne connaissait et refusant de le laisser à nouveau caché. Le matin après mon départ de l'auditorium, le monde de la faculté de droit et le privilège que Camille avait habité a commencé à se fissurer sous le poids de son propre prestige. Les médias et les plateformes de médias sociaux ont éclaté avec l'histoire, la formant comme un spectacle sensationnel plutôt que comme un calcul personnel. J'ai regardé les gros titres à faire défiler sur mon écran d'ordinateur portable dans le calme de mon appartement temporaire. Le mari de valedictorian expose l'affaire. La remise des diplômes de la faculté de droit se termine par un scandale. La carrière de Camille en Jeopardy. Chaque article a disséqué l'incident, spéculant sur les promotions perdues, les bourses qui se sont rendues et la réputation effacée. Et bien que la couverture se concentre sur Camille, j'ai ressenti un étrange détachement, comme si j'observais l'effondrement de la vie de quelqu'un d'autre plutôt que la femme que j'avais aimée. Les partenaires généraux de son entreprise ont convoqué des réunions d'urgence dans les 24 heures, se sont blottis à huis clos pour peser l'impact sur leur image publique. Ils ont publié une déclaration exprimant des regrets de questions personnelles qui avaient nui à la dignité de la cérémonie et ont tranquillement retiré l'offre de stage de Camille. Le buzz dans les milieux juridiques a été rapide et impitoyable. Un discours viral qui a commencé comme triomphe était devenu un albatros autour de ses aspirations. J'ai ressenti un pincement de chagrin. Elle était brillante, dévouée, méritant. Pourtant, j'ai également reconnu que l'exposition qu'elle avait courtisée, voire involontairement, était la même exposition qui l'avait défaite. J'avais déverrouillé une porte qu'elle n'avait jamais l'intention d'ouvrir. Pendant ce temps, mon propre récit a commencé à cristalliser de manière inattendue. Des collègues qui m'avaient autrefois connu sous le nom de Camille, conjoint de soutien, ont maintenant contacté avec un véritable intérêt pour mon expertise professionnelle. Une entreprise de technologie privée à Denver m'a contacté après avoir lu un article d'opinion que j'avais écrit sur la résilience et le leadership. Ils m'ont invité à interviewer pour un rôle de conseil. Intrigué par la façon dont j'avais navigué par l'humiliation publique avec sang-froid. Dans les comités et les salles de conférence de CV, mon nom ne signifiait plus le mari d'une étoile montante. Cela signifiait l'homme qui a récupéré son agence. Le changement d'identité semblait surréaliste, comme si les retombées publiques d'une vie avaient par inadvertance l'auteur du prologue à un autre. Des amis qui étaient restés dans les ailes se sont avancés de compassion. J'ai reçu des messages de soutien inébranlables, des invitations au dîner où je pourrais simplement être Mika plutôt que le mari de quelqu'un, des cafés de fin de soirée où des amis ont écouté mes pensées non filtrées et m'offrent de m'organiser pendant que j'ai exploré mon prochain déménagement de carrière. Leur solidarité m'a ancré, me rappelant que les retombées pouvaient également nettoyer l'espace pour de nouvelles alliances. J'ai commencé à comprendre que les ondes de choc de trahison n'étaient pas uniquement destructrices. Ils ont également illuminé les relations assez fortes pour supporter la vérité. Camille, en revanche, s'est retirée dans une coquille de silence public.
Elle a désactivé ses comptes de médias sociaux et refusé les demandes d'entrevue. Sa voix autrefois commandante s'est noyée sous la tanière du commentaire, elle ne pouvait ni contrôler ni corriger. Les connaissances mutuelles l'ont décrit comme dévastée mais provocante, déterminée à reconstruire, à récupérer sa réputation, pour démontrer que ses réalisations s'étendent au-delà d'une morsure sonore. Mais je connaissais le péage que le silence exigeait. Pendant des semaines, elle n'a reçu aucun message de véritable encouragement. Seul murmure, regarde, remettant en question les regards qui l'ont suivi à travers des salles de conférences et des couloirs de palais de justice. Son monde avait incliné sur son axe. J'ai tenté de tendre la main, un email reconnaissant la douleur mutuelle, une offre de médiation de séparation des biens sans rang légal, mais mes messages sont restés sans réponse. J'ai reconnu que certains fissureurs couraient trop profondément pour la reconstruction polie. Au lieu de cela, je me suis concentré sur des étapes concrètes vers ma propre reconstruction. J'ai rédigé des propositions pour la Société de technologie de Denver, je les ai présentées lors de réunions virtuelles et j'ai ressenti l'étincelle de l'engagement intellectuel ravivé. Chaque conférence téléphonique, chaque session de brainstorming collaborative a réaffirmé que je possédais des talents et des idées entièrement séparés de notre mariage fracturé. Je n'ai pas été défini par ces choix. J'ai été défini par mes propres contributions. La société de technologie privée m'a offert un poste menant une petite mais dynamique équipe chargée de réviser ses protocoles de cybersécurité. Le rôle a nécessité une relocalisation, des nuits passées à apprendre de nouveaux systèmes et l'humilité pour s'adapter à une industrie au rythme rapide. J'ai accepté sans hésitation, dessiné par la perspective de canaliser mon énergie en travail ultérieur. La notification de mon acceptation a coïncidé avec l'effondrement officiel du stage de Camille. Une juxtaposition ironique qui a souligné comment nos trajectoires avaient divergé. Elle perdait l'approbation de l'entreprise. J'en gagnais un. Alors que je me préparais pour le mouvement, j'ai réfléchi à la nature des retombées elles-mêmes. Comment un seul événement pourrait disperser des vies comme des éclats de verre, envoyant des fragments dans des directions imprévisibles. Pour Camille, la brisée signifiait la perte de statut et la montée raide de l'infamie. Pour moi, cela signifiait la libération de l'invisibilité et la possibilité de forger une nouvelle identité de carrière. Aucun des deux résultats n'était facile. Tous deux exigeaient la résilience, la réinvention et la volonté de faire face à l'incertitude sans garantie de terrain lisse. Au cours de la dernière semaine avant mon départ, j'ai visité l'auditorium une dernière fois. Les sièges étaient vides, la scène sombre, le podium saupoudré d'échos. J'ai tracé le chemin que j'avais parcouru, la scène de ma révélation peu orthodoxe, et j'ai ressenti une gratitude silencieuse pour le courage qu'il avait pris. Les retombées avaient été brutales pour nous deux, mais cela avait également été nécessaire. La vérité, une fois cachée, exige un compte. La douleur, une fois embrassée, crée des voies de transformation. À Down le jour de déménagement, j'ai chargé mes sacs dans un camion UOL et je me suis tenu sur le trottoir, respirant l'air croustillant du matin. La ville s'étendait devant moi, un paysage de souvenirs à la fois précieux et jetés. J'ai placé une main sur le volant et j'ai senti le bourdonnement de possibilités sous mes doigts. Alors que je déplaçais le camion et fusionnais sur l'autoroute, j'ai réalisé que Fallout n'était pas une fin, mais une invitation à reconstruire, à réinventer et à trouver un sens au-delà de ce que nous pensions autrefois nous a défini. Bien que notre histoire partagée s'était effondrée, chacun de nous apportait les graines d'un nouveau récit. Le mien était devant, des kilomètres sur la route, attendant d'être façonné par mes propres mains. Je suis retourné dans mon nouvel appartement tard un soir pour trouver une petite enveloppe non marquée en attendant le tapis de bienvenue. Son écriture en boucle sur le devant comme un fantôme de mon passé. Je l'ai porté à l'intérieur, le cœur en se battant contre mes côtes, et je me suis assis à la simple table en bois qui donnait sur les lumières de la ville. Avec des doigts tremblants, j'ai glissé la lettre libre et déplié la papeterie croustillante. Je pensais que l'amour signifiait le pouvoir. Ça a commencé. Et pendant un moment, je n'ai pas pu lire un autre mot. Ces 4 premières syllabes portaient le poids de chaque blague amère qu'elle avait faite, chaque applaudissement cruel, chaque instant j'avais avalé ma fierté pour maintenir la paix. Je me suis concentré jusqu'à ce que le reste apparaisse. Des excuses pour m'effacer, pour avoir tordu notre vie en spectacle, pour croire que le tatoué a renforcé sa voix. Elle a avoué qu'elle avait été terrifiée par la vulnérabilité, que son ambition avait exigé des sacrifices que je ne soupçonnerais jamais, y compris mon cœur. Elle n'a pas demandé pardon, seulement pour comprendre, et elle s'est terminée par une ligne qui m'a fait mal à la poitrine. Je ne savais pas que l'amour était que tu restes silencieux pour pouvoir parler. J'ai lu la lettre 2 fois,
puis je me suis assise, les yeux tracés de l'encre jusqu'à ce qu'il s'éloigne. C'était étrange de tenir ces paroles sans les dire à haute voix, de voir sa contrition sans la ruée de la confrontation. J'ai compris le courage qu'il a fallu pour confesser en privé ce qu'elle avait nié en public. Pourtant, dans ce moment calme, j'ai également réalisé que ses excuses, aussi sincères, sont arrivées trop tard pour reconstruire ce qu'elle avait brisé. J'ai plié la lettre et l'ai glissée dans un tiroir à côté des restes de la petite boîte. Son ruban satiné s'est effiloché, son papier déchiré. J'ai éteint la lampe de bureau et me suis tenu près de la fenêtre, regardant la lueur de la ville. La dernière ligne de la lettre résonnait dans mon esprit. Vous valez plus que le silence. J'ai alors compris que ma valeur n'était pas liée à sa validation ou à ma capacité à soutenir les rêves de quelqu'un d'autre. Il reposait dans la récupération silencieuse de ma propre voix, l'intégrité de mes choix et les connaissances que j'avais agi avec honnêteté quand cela comptait le plus. J'ai quitté la lettre où elle se trouvait dans ce tiroir, en choisissant d'avancer sans être en trahison et à son regret. Je me porterai avec la dignité qu'elle m'avait refusée, écrivant les chapitres suivants de ma vie dans ma propre main, sans le besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre. 3 mois après le tumulte, je me tenais devant un auditorium bondé au Denver Tech Summit. Mes épaules se sont carrées dans un costume net qui ressemblait à une armure forgée par une confiance difficile. Les lumières de la scène étaient brillantes, mais ils ne m'ont plus aveuglé. J'ai appris que la visibilité ne venait pas de se cacher dans l'ombre de quelqu'un d'autre, mais de l'embrasser ma propre histoire, même ses chapitres les plus sombres. Alors que j'attendais les applaudissements pour s'estomper, j'ai porté une main le long du bord du podium et inhalé profondément, goûtant l'air électrique frais d'anticipation. Le microphone a crépité à la vie et j'ai commencé. Merci à tous d'être ici. Aujourd'hui, je veux parler d'échecs, non pas comme une fin, mais comme une invitation à recommencer. Ma voix portée régulièrement, chaque mot choisi avec soin. J'ai parlé des pièges de la cybersécurité qui avaient menacé des sociétés multinationales, du code de débogage de la fin des nuits, du travail d'équipe et de la ténacité qu'il a fallu pour construire des systèmes résilients. J'ai vu des hochements de tête dans le public alors que les leaders techniques ont reconnu leur propre bataille. Ensuite, je suis passé à l'histoire que peu attendaient. Comment j'avais cru autrefois que ma valeur ne servait que pour servir l'ambition d'un autre. Comment la trahison du public a brisé cette illusion. Et comment j'ai exploité la douleur de tracer un nouveau cours. Quand quelqu'un a levé la main pendant les questions et réponses et a demandé « Quel est le pire échec que vous ayez jamais connu ?» Je m'arrêtai, scannant la pièce. Un silence tomba comme si le public se penchait en avant dans le souffle collectif. J'ai souri, une véritable courbe de lèvres qui a atteint mes yeux. Étant appelé un échec, dis-je, voix calme mais résonnante. Debout dans un auditorium de remise des diplômes, humilié et effacé. Mais ce moment m'a appris le pouvoir de l'autodéfinition que je ne suis pas qui les autres disent que je suis mais qui je choisis de devenir. Les applaudissements qui ont suivi étaient chaleureux et sincères, non teintés de pitié ou de tir affreux, damés avec respect de la vulnérabilité et de la résilience. Après que la session, les participants m'ont approché avec des histoires de leurs propres revers, des startups qui ont implosé, des partenariats qui se sont dissous, des innovations qui se sont effondrées. Ils m'ont remercié d'avoir modélisé l'honnêteté et de leur rappeler que l'échec n'est pas honteux mais essentiel. Dans ces échanges, j'ai reconnu la transformation complète. Pas pour ce que j'ai sacrifié mais pour ce que j'ai contribué. Plus tard, alors que je quittais la scène, mon téléphone basse. Un aperçu de message brillait. Fier de vous. Toujours. C'était de ma sœur, celle qui m'a d'abord exhorté à voir ma propre valeur. Je me suis glissé dans un coin calme et j'ai tapé « Merci d'avoir cru même quand je ne pouvais pas ». Cette nuit-là, je suis retourné dans mon modeste appartement surplombant les lumières de la ville. J'ai ouvert un seul tiroir et récupéré la petite boîte fanée, celle qui a autrefois tenu mes preuves et mon ultimatum. Le ruban satiné était cassant maintenant, le papier se décollerait. J'ai passé mes doigts sur sa surface, ressentant le poids de chaque choix qu'il représentait. Ensuite, j'ai fermé le tiroir doucement. La boîte resterait là, un témoignage silencieux du moment où je suis entré dans ma propre lumière. Je me tenais près de la fenêtre, regardant l'horizon et laisse le calme gonfler autour de moi. L'homme qui était autrefois appelé inadéquat avait fait ses preuves suffisamment, assez pour dire sa vérité, assez pour reconstruire, assez pour diriger. Et comme la ville fredonnait en dessous, je savais que ce n'était que le début d'une vie définie par l'authenticité, le but et la croyance inébranlable que j'avais toujours possédé ce qu'il faut.